Je ne vais pas tenter une présentation de Raymond Bellour que la plupart d'entre vous connaissent, qui est à la fois donc historien, théoricien du cinéma et de l'image. Et naturellement, déjà en disant ça, je pense soulever quelques problèmes, parce que l'une des questions qui est au cœur de ces dernières réflexions est justement le bord, la frontière entre les cinémas et les usages divers et variés sous forme d'installation de l'art contemporain des images en mouvement. Il est par ailleurs vraiment une activité également d'éditeur et critique littéraire. Je pense que dans 50 ans, quand on va se demander de quoi ça retournait dans les domaines du cinéma et de l'image, et quels étaient les éléments au centre de la discussion, ce livre, La querelle des dispositifs, qui vient de sortir, sera très utile. On n'y retrouvera pas un panorama, parce que on y retrouvera tous les problèmes, mais à chaque fois, Raymond Bellour prend position. Ce n'est pas quelqu'un qui fait simplement, qui est porté par la synthèse. Sur chacun de ces problèmes, il prend position. Donc c'est un livre partisan, et c'est pour ça qu'il est intéressant. Je le fais également circuler. C'est la suite donc de cet autre livre, L'Entre-Image, qui était sorti je me souviens plus de la date, enfin, en 90. Voilà. Je fais circuler les deux, l'opus complet, et je remercie beaucoup Raymond pour avoir accepté l'invitation pour ouvrir la danse. Et je rappelle juste que Raymond était directeur du CRAL et qu'il est actuellement chercheur émérite au CNRS. Voilà. Bon, quand Giovanni m'a demandé si je voulais intervenir, il vous a parlé de travaux en cours. Là, il ne s'agit plus de travaux en cours puisqu'il s'agit d'un livre tout juste publié. Mais comme il venait tout juste de l'être et que je pensais que il était encore très peu connu, si on peut dire, je pensais que exposer, et puis qu'il est malgré tout gros, exposer ce qu'il en était et pourquoi j'avais été amené à faire ce livre pouvait être une façon de contribuer un petit peu au débat tel qu'il se présente dans le séminaire. Alors, il faut que je fasse un petit peu, par nécessité, de biographie rétrospective pour expliquer comment j'en ai été amené à substituer au titre L'Entre-Image, qui m'avait servi par deux fois en 90 et en 99 de titre pour deux recueils d'essais consacrés aux relations plus ou moins directes ou plus ou moins juxtaposées entre cinéma et ce qu'on appelle art contemporain, ou en tout cas pour moi essentiellement le domaine des images en mouvement exposées dans les galeries et dans les musées, à lui substituer le titre La querelle des dispositifs. La querelle des dispositifs est un titre que c'est le titre d'un article, d'un assez mauvais article que j'avais écrit au début des années 2000 quand Art Press m'avait demandé, à la suite d'un texte que j'avais publié dans Trafic qui s'appelait Un autre cinéma, de refaire en quelque sorte un texte comparable, ce qui ne marche, comme vous savez, jamais. J'ai donc fait un mauvais texte, enfin à mes yeux, dont le seul intérêt était le titre, que je continue à trouver intéressant et qui m'est revenu au moment où j'avais ces problèmes disons, de désir de changement dans l'articulation des ensembles. Alors, quand j'ai publié le premier Entre-Images en 90, c'était dans un contexte bien précis, qui était celui de l'exposition Passage de l'image, qui avait été conçue au Centre Pompidou avec Catherine David et Christine Vanache, qui était une exposition qui, sans doute pour la première fois avec cette ampleur, essayait, sous le titre donc de Passage de l'image au pluriel, le mot étant en un sens pour moi plus emprunté à Michaud qu'à Benjamin, de
montrer comment la vidéo essentiellement avait provoqué une mutation dans les relations entre les images, et cela en gros à 3 niveaux. L'un qui était la question de l'analogie photographique, dont la modification par la vidéo, que la modification par la vidéo permettait de modifier considérablement. La seconde, les relations entre l'image fixe et l'image en mouvement, qui se trouvaient du même coup dynamisées et pluralisées. Et troisièmement, les relations entre les mots et les images, puisque le travail même de la vidéo permettait aussi une inscription permanente du langage dans l'image, des allers-retours, etc., dont des œuvres comme celle de Gary Hill d'un côté pour la vidéo et de Godard pour le cinéma pouvaient fournir l'idée. Donc, passage de l'image, c'était d'une part un lieu d'exposition où des installations, des photographies et des projections vidéo sur moniteur, puisqu'à l'époque on les projetait encore sur moniteur, cohabitaient. Et d'un autre côté, dans ce qui était alors la salle Garance au Centre Pompidou, 140 films de tout format et de tous âges, j'entends par tout format, des films courts, des films longs, des films expérimentaux, des films grand public, etc., essayaient de montrer comment les 3 critères dont je viens de vous parler travaillaient au fil de l'histoire du cinéma et surtout dans les années les plus récentes. À ce moment-là, il n'y avait pas d'idée, comment dire, de confrontation ou d'antagonisme dans mon esprit ni dans l'ensemble du projet de l'exposition entre le cinéma et le reste. Tout simplement, ce qui venait au premier plan, c'était la question des images elles-mêmes, c'est-à-dire d'une modification substantielle, physique, corporelle, si on peut dire, dans le cœur des images elles-mêmes qui se trouvaient plus facilement arrêtées, mobiles, modifiées picturalement, si on peut dire, par rapport à la stabilité de l'analogie photographique et dans lesquelles les mots plus ou moins apparaissaient, surgissaient, etc. etc. Bon. Et grosso modo, disons, ce type de mouvement, pour moi, s'est poursuivi jusqu'à un second volume de l'Entre-Images, l'Entre-Images 2, que j'ai publié en 1999, qui recueillait cette fois des textes écrits entre 90 et 99, et que j'avais sous-titré « Mots-Images », assez naturellement, dans la mesure où le précédent était sous-titré « Photo, cinéma, vidéo », le mot « image » reprenant le 3e critère pour l'exemplifier en quelque sorte, même si tout ça n'était pas, disons, tracé au cordeau. Bon. Il se trouve que 99, au moment même donc, où s'arrête pour moi ce second volume, c'est le moment de la fameuse biennale de Harald Zeman à Venise, où pour la première fois, des œuvres d'image en mouvement, projetées de différentes façons, prenaient définitivement le pas, enfin définitivement peut-être pas, mais à ce moment-là, comme définitivement, le pas sur les œuvres traditionnelles d'art plastique, peinture et sculpture, à l'intérieur de la biennale. Cette biennale succédait à la Documenta de Catherine David en 1997, qui avait déjà amorcé un mouvement comparable, et la biennale de 2001, la seconde organisée par Harald Zeman, n'a fait que conforter ce mouvement. Donc c'est à ce moment-là qu'un ensemble de gens intéressés par ces questions, y compris moi, ont réagi pour essayer de comprendre ce qui se passait. Bon. Et c'est là que j'ai publié dans Trafic ce texte, qui s'intitulait « Un autre cinéma », dans lequel je commençais par une espèce de rêverie, ayant été frappé par une installation de Anne-Veronica Jensens dans le pavillon belge, qui était une installation de brouillard extrêmement dense, dans lequel on devinait quand même les visiteurs, mais vraiment à travers un brouillard d'une extraordinaire densité et quelques photographies éparses sur les murs. Et me promenant dans le pavillon belge, tout d'un coup, j'ai eu une sorte de
vision, si on peut dire. Et qu'est-ce que ça serait si on comparait ce brouillard-là au brouillard que Antonioni a disposé dans Identification d'une femme, et où les deux personnages, l'homme et la femme, errent dans un brouillard sans pouvoir arriver vraiment à physiquement se retrouver, et surtout à proportion du drame psychologique dans lequel ils se trouvent plongés. Et j'avais esquissé une sorte de rêverie en disant, est-ce qu'un jour ces deux brouillards, celui du film et celui de l'installation, pourraient arriver à devenir, entre guillemets, le même? Bon. Je savais en posant la question que la réponse était déjà non. Mais malgré tout, j'avais envie de poser la question dans ces termes, de la même façon que quand je terminais le long texte que j'avais consacré à la question dans le catalogue du Centre Pompidou, dans Passage de l'image, je terminais sur le terme cinéma comme possible. Unification serait exagérée, mais ligne de fuite commune à toutes ces images. Et je pense qu'alors, emporté par l'élan des dernières phrases et le goût d'un certain prophétisme auquel beaucoup de gens cèdent, j'avais eu tort. Au moment où j'esquissais cette comparaison des deux brouillards, implicitement, pour moi, la réponse était déjà non. Mais j'ai été frappé de voir que dès ce moment-là, dans les divers comptes rendus qui ont été faits de la Biennale de Venise, il y avait une sorte d'élan chez un certain nombre de gens pour, au fond, commencer, disons, à déspécifier le cinéma par rapport à ce qu'il a toujours représenté comme institution, comme mode d'existence, etc., etc., et le rapprocher des arts plastiques en disant qu'au fond, là se passait le vrai cinéma, et que peut-être il n'y avait plus qu'un seul cinéma qui serait fait d'une conjugaison assez difficile à décrire, mais qui malgré tout était ici et là un peu prophétisée, entre les différentes modalités des images en mouvement. Je me souviens de Vincent Dieudre disant par exemple qu'il y a plus de cinéma à la Biennale de Venise d'art que dans le Festival de Venise, qui, comme vous le savez, se passe plus ou moins au même moment, et où on ne projette que des films dans les conditions spécifiques de projection du cinéma. Bon. Et c'est le moment aussi où Dominique Paigny émet son hypothèse du retour du flâneur et essaie de tresser comme ça des liens plus ou moins ambigus entre la situation de projection et la situation de déambulation du visiteur d'installation. Et ce mouvement n'a fait que se poursuivre au fil des années qui ont suivi, dans la mesure où, rappelez-vous, la fin des années 90, c'est aussi le moment de la fameuse crise qui s'est étagée sur plusieurs années et qui a continué à partir de là, de la, entre guillemets, mort du cinéma. Bon. C'est le moment où le début d'apparition des premières recherches sur la numérisation commence à s'amplifier, où le centenaire du cinéma est l'occasion de se demander si le cinéma est encore vivant ou si le cinéma est déjà mort. C'est le moment d'un début de désertification des salles qui tient aussi à l'accroissement du public de télévision, plus ensuite à l'arrivée du DVD, etc., etc. Il y a eu tout un mouvement comme ça, disons, de deuil en quelque sorte, qu'avait emblématisé le très beau livre de Paolo Cercobuzzai, The Death of Cinema. Et on est entré dans un moment de crise, disons, dont, pour moi, que je pourrais résumer assez symboliquement dans deux textes, enfin pas deux textes, le second n'est pas un texte, le second c'est un morceau de livre, que publie Serge Danet. D'un côté, un texte qui s'appelle « Du défilement au défilé », où il s'avise que,
en général, le cinéma a été fait pour que les images défilent devant les yeux et que de plus en plus, au contraire, c'était le spectateur qui était amené à défiler devant les images et qu'on le voyait même à l'intérieur des films eux-mêmes. Et le second, qui est un fragment de son journal, dans l'exercice Était profitable, monsieur, où il fait l'hypothèse de ce qu'il appelle le cinéma seul, en disant on arrête les jeux comme ça entre cinéma et pas cinéma, on va se recentrer sur ce qu'est le cinéma seul en tant que tel. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait, à l'invitation de Jacques Aumont à la Cinémathèque, dans les conférences, une intervention qui s'appelait « Le cinéma seul, multiple cinéma », pour essayer de poser de façon un peu, comment dire, assez frontale, la question d'une spécificité du cinéma en tant que tel, dans son opposition avec toutes les modalités de projection d'images en mouvement dans l'espace du musée et des galeries. Le cinéma seul, en reprenant cette expression de Serge Danet, ça voulait s'opposer d'une certaine façon à, par exemple, cette manifestation par ailleurs remarquable qui avait eu lieu au Festival de Rotterdam et où j'avais été invité par Simon Field et Chris Dercon à prononcer la 4e ou 5e conférence Serge Danet, mais paradoxalement avec la tâche de devoir me confronter à une manifestation qui s'appelait Expanded Cinema, Cinema Without Walls, cinéma sans murs, dans une exposition, du reste remarquable, qui à l'intérieur du Boijmans, c'est-à-dire un très grand musée de peinture, accumulait, je crois, 14 installations, et avec des accrochages qui étaient là visiblement pour montrer la relation d'un côté entre l'art et le musée et la substitution qui pouvait s'opérer des installations à la situation classique du dispositif de cinéma. Et on peut dire que les années, à partir de la fin des années 90 et pendant entre, disons, 2000 et 2010-12, les textes, les volumes n'ont cessé de se multiplier à travers le monde pour, comment dire, procéder plus ou moins, venant beaucoup de critiques d'art, beaucoup de commissaires d'exposition, mais aussi parfois de gens de cinéma, issus de la théorie du cinéma et de l'enseignement du cinéma, pour essayer, au fond, de déspécifier le cinéma et de l'orienter, disons, comment dire, d'opérer sous le terme cinéma une sorte d'unification de toutes les images en mouvement. Alors, de mon côté, j'avais, pendant ces années-là, 1999-2012, puisque la querelle des dispositifs réunit des textes courants sur cette période-là, continué tranquillement, si j'ose dire, à écrire sur un certain nombre d'expositions, un certain nombre d'œuvres d'art contemporain, un certain nombre de films qui pouvaient, par leur nature de dispositif, prêter à des allers-retours entre le cinéma et les images en mouvement projetées dans les galeries et dans les musées, pensant un jour les réunir dans un volume qui se serait appelé L'Entre-Image 3, banalement, sans que j'ai encore de sous-titres qui viennent, disons, marquer un peu le changement des choses. Et c'est en faisant ça que je me suis aperçu ça m'était tout simplement devenu impossible et que j'ai retrouvé mon vieux titre de mauvais article, La querelle des dispositifs, en pensant
qu'il fallait ouvrir un peu véritablement une querelle pour respécifier la question du cinéma par rapport à celle des images en mouvement, au sens où la tentation générale allait du côté d'une sorte d'homogénéisation entre le cinéma et les images en mouvement, et que je voulais essayer de marquer le coup de ce point de vue-là en disant non, je suis désolé, c'est pas la même chose. Et c'est comme ça qu'au lieu d'écrire une brève introduction à ce qui aurait été le troisième entre-images, j'ai écrit le quart du livre consacré à cette question de la querelle, en essayant d'une part de recenser un certain nombre de positions qui me paraissaient peu justes, quel que soit leur intérêt, et à laquelle j'essayais d'opposer une spécification du cinéma que j'avais par ailleurs menée en tant que telle dans le corps du cinéma 2 ou 3 ans plus tôt. Bon, le corps du cinéma étant un livre entièrement consacré au cinéma, sans me soucier de problèmes d'art contemporain ou d'image en mouvement. Et c'est fort, je pense, de ce travail fait sur le cinéma proprement dit, que je me sentais pouvoir mener un peu cette comparaison. Bon. Alors, j'avais été frappé, si vous voulez, par... J'ai donc construit une sorte ne voulant pas prendre les choses trop au sérieux et leur donner un caractère trop plombé, j'ai procédé dans le livre à une sorte de dialogue imaginaire pour faire l'inventaire de ces positions. Mais disons que du point de vue théorique, et je me suis limité, d'autre part, à un certain nombre d'exemples français pour ne pas élargir par trop le paradigme. Mais il est clair que il en va de même dans énormément de volumes, de catalogues. J'en avais devant une sorte d'écœurement, disons, devant la répétition de la problématique à l'intérieur de beaucoup de volumes, dont j'ai donné les références souvent dans les notes du livre. Et je me suis donc limité à un certain nombre de recensements d'un certain nombre de positions qui m'étaient apparues toutes extrêmement intéressantes du point de vue spéculatif, si on peut dire, mais partant au fond d'une prémisse que je ne pouvais pas ne pas penser fausse, qui était l'assimilation, sous le terme cinéma, de l'ensemble des images en mouvement. Alors, les positions ont été extrêmement diverses, si vous voulez. Ça ne m'est pas facile de vous les résumer rapidement, mais pour donner quelques idées. Par exemple, prenons ce que Jean-Christophe Royoux, qui a été le premier à introduire le terme de cinéma d'exposition, a pu faire à partir de ce terme. On s'aperçoit quand on le lit, alors qu'il prend très curieusement appui sur énormément de textes de Serge Danet, qu'il y a une sorte de gauchissement constant de la pensée de Danet, comme s'il y avait dans la pensée de Danet un intérêt quelconque pour l'art des musées et l'art des images en mouvement exposées dans les galeries. L'inquiétude que Danet pouvait manifester quand il écrit du défilement au défilé était tout entièrement pensée par rapport au cinéma. Alors que Royoux fait comme si Danet était attiré par une mutation du cinéma qui entraînerait le cinéma vers ses œuvres de cinéma d'exposition qu'il trouve, lui, chez Acconci, chez Coleman, chez Tacitadine, chez Douglas Gordon ou chez Pierre Huyghe, qui sont des gens par lesquels Danet n'a jamais été le moins du monde préoccupé. Et il finit par faire de l'ensemble du cinéma, dans le moment contemporain où nous nous trouvons, uniquement une sorte de réserve d'images pour les œuvres de l'art contemporain, et le cinéma d'exposition se substituant en quelque sorte au cinéma, lequel cinéma,
au sens de son histoire générale, hein, de sa vue générale du monde, est appelé en quelque sorte à s'éclipser à l'intérieur de l'art contemporain.